Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir proposé d'être la discutante de cette séance de séminaire qui s'annonce très intéressante grâce à nos deux intervenants. Donc, le séminaire portera donc sur séries et films à la demande, quelques enjeux des nouveaux modes de production, de distribution et de réception des contenus audiovisuels. Donc, quelque chose qui est vraiment en pleine mutation à l'heure actuelle. Nous allons nous interroger sur la SVOD, la VOD, etc. Donc je présente nos deux intervenants. Tout d'abord, donc Ariane Hudelet, qui est maîtresse de conférence à l'Université de Paris en études anglophones. Elle est donc spécialiste de l'intermédialité et d'adaptation. Elle a travaillé sur l'adaptation de Jane Austen au cinéma. Et ses travaux plus récents portent en particulier sur les séries télévisées, dont elle nous parlera aujourd'hui. Donc, Mad Men, Breaking Bad, Master of Sex, Fargo, The Good Wife, etc. Elle est l'auteure de l'ouvrage The Wire, les règles du jeu, qui est sorti en 2016. Et elle va soutenir le 9 novembre son habilitation à diriger des recherches intitulées pour une esthétique sérielle, intermédialité et séries télévisées américaines du troisième âge d'or à la Freak TV, pas Freak TV. Voilà. Et je présente aussi Julie Amiot, qui parlera dans un deuxième temps de l'Amérique latine. On a les États-Unis et toute l'Amérique latine. Donc, Julie Amiot est titulaire d'un doctorat en études romanes avec une thèse publiée sous le titre « Amour, danse et chansons, le mélodrame du cabaret au Mexique et à Cuba, années 40-50 », qui est paru chez Peter Lang en 2015. Elle est professeure des universités et directrice adjointe du laboratoire Agora de l'université de Cergy-Pontoise depuis 2018, chercheur associé au laboratoire CRIMIC à Paris-Sorbonne, et a publié de nombreux articles sur le cinéma hispanique, classique, moderne et contemporain, a dirigé 3 ouvrages collectifs et elle est également membre junior de l'Institut universitaire de France depuis 2016 afin de développer un projet de recherche sur l'aide des fonds de soutien institutionnels européens au cinéma latino-américain. Elle a soutenu en 2017 une habilitation à diriger des recherches dont le mémoire inédit porte sur le moment argentin du Fonds Sud, 2004-2009, production et réception d'un cinéma alternatif. Je vais vous laisser la parole. Merci beaucoup, merci pour cette invitation. J'avais oublié de préciser mon laboratoire de rapprochement, ce qui est mal. Je suis le laboratoire LARCA, l'UMR, Paris Diderot, CNRS. Alors, Julie étant spécialiste du cinéma latino-américain plutôt dans une perspective institutionnelle et industrielle, et moi étant spécialiste plus récemment des séries télévisées dans une perspective plus esthétique et intermédiaire, on a essayé de trouver un terrain commun, qui était donc ce que font les nouveaux modes de distribution et de production aux films et aux séries dans un contexte latino-américain et américain. D'où Netflix, sujet assez évident, une entreprise qui a explosé ces dernières années, qui a établi une sorte d'hégémonie qui est actuellement remise en question, notamment avec l'arrivée de Disney+, très récemment, et de Apple TV très bientôt, et qui représente ces nouveaux modes de production et surtout de diffusion et de distribution, la SVOD, qui remettent en question nos définitions de ce qu'est le cinéma et de ce qu'est la télévision, de ce que sont les séries. Donc c'est un sujet très vaste, bien entendu, on va aborder quelques pistes aujourd'hui. Des pistes qui vont être donc liées à l'ontologie du cinéma et de la télévision, à l'économie, à l'esthétique, mais aussi éventuellement à l'écologie. On a parlé récemment de l'empreinte carbone du streaming et de Netflix, qui n'est pas du tout anodine, aux implications politiques aussi de ce type de diffusion du cinéma et des séries télé. Alors en brève introduction, je vous propose peut-être de rappeler simplement une brève histoire de Netflix pour prendre conscience du phénomène très récent qu'est ce mode de diffusion. Alors, au départ, Netflix,
c'était bien sûr une entreprise de location de vidéos, fondée en 1997 par Reed Hastings et Mark Randolph. En 1999, l'entreprise lance un service de souscription de services par Internet, à l'époque sur la vidéo physique. Donc on commande en ligne sa vidéo qui est livrée par un livreur à domicile avec une enveloppe de retour. Donc ça permet de ne pas se déplacer dans le vidéo store du quartier. Très vite ça explose, notamment avec l'arrivée du DVD. L'entreprise dispose de plus de 100 centres de distribution aux États-Unis et propose un système d'abonnement mensuel fixe pour un nombre illimité de vidéos, quelque chose qui est donc perdure avec la vidéo à la demande. En 2006, Netflix lance le Netflix Prize Contest, c'est-à-dire un concours avec $1 million de récompense pour celui ou celle qui parviendra à améliorer de 10% le système de recommandation aux clients. Donc un algorithme qui permet de prédire les préférences en termes de goût à partir des choix de location précédents. 3 ans plus tard, le prix est décerné à une équipe composée de mathématiciens, d'informaticiens et d'ingénieurs de partout dans le monde. En 2007, l'option streaming est créée. Là, j'ai mis la page d'accueil de Netflix en 2008. On voit que l'esthétique Internet a un petit peu changé. Donc, l'option streaming permet de regarder directement les films et les séries sur son ordinateur par le biais d'Internet. Et Netflix commence à établir pas mal de partenariats avec de nombreux produits électroniques pour faire passer leurs services, des plateformes, des lecteurs Blu-ray, etc. Le début de leur expansion internationale, c'est 2010. Et en 2016, donc seulement 6 ans, le service de streaming est disponible dans plus de 190 pays par le monde. Et en 2011, ils abandonnent pour toujours le service de livraison de vidéos physiques, donc plus de DVD. En 2013, ils ouvrent leur activité avec le début de la production originale de contenu, qui est un terme, je pense, sur lequel on va revenir, avec la série House of Cards, écrite notamment par Beau Willimon, dont les 2 premiers épisodes sont réalisés par David Fincher. Et c'est le début d'une explosion exponentielle, puisqu'il y a une estimation à la fin 2018 qui dit que Netflix aurait produit en tout à peu près 1000 titres originaux. Donc de 1 ou 2 en 2013 à 1 million. Mais le chiffre est un petit peu trompeur. Et là, on aborde un aspect qui est problématique avec Netflix, qui est la difficulté d'avoir des faits avérés. Puisque le chiffre mêle les productions créées par d'autres biais, puis ensuite rachetées par Netflix, comme par exemple la série anglaise Black Mirror, qui avait été créée par Channel 4, ou la série Peaky Blinders, ou la série La Casa de Papel, par exemple, qui a beaucoup de succès sur Netflix, mais qui est au départ une série produite par une chaîne espagnole. Donc la plateforme a tendance à s'approprier très facilement de nombreuses œuvres qui ont été créées ailleurs. Et parmi ces séries et ces films, bien sûr, on va parler de ça aujourd'hui, il y a une image de marque qui est entretenue par des productions reconnues, comme Roma, comme The Irishman, plus récemment aussi de Martin Scorsese. Donc aujourd'hui, voilà un petit résumé des questions qu'on va aborder au sujet de Netflix et le cinéma et Netflix et les séries, c'est-à-dire des questions ontologiques. Qu'est-ce que ça fait à notre définition du cinéma, de la télévision, des séries? Qu'advient-il de la projection en salle? Qu'advient-il du cinéma comme expérience collective? Qu'advient-il à la diffusion épisodique, aussi en termes de séries, qui définissait quand même au départ l'expérience sérielle? Ensuite, bien sûr, des questions industrielles et économiques. Quel modèle économique peut perdurer pour Netflix? Des questions écologiques, j'en ai parlé, et des questions politiques et idéologiques. Avec Netflix, on a l'avènement du contenu de niche, la fragmentation du public, une grande importance accordée au moissonnage des données, la question de la part de l'éditorialisation pour mettre en avant plus certains contenus plutôt que d'autres. Donc ce sont des choses qu'on va aborder, d'abord Julie pour le cinéma et ensuite moi pour les séries. Donc pour ma part, je vais essayer d'aborder ce que Netflix apporte de neuf dans la production et la distribution de cinéma latino-américain, qui est mon domaine de spécialité, disons plus naturel et légitime. Donc pour moi, Netflix en réalité est un point d'entrée, disons, vers des questions de distribution qui jusqu'à présent ont été une partie relativement annexe de mon travail, mais qui sont, je pense, de plus en plus des questions absolument centrales.
Ayant beaucoup travaillé, et notamment dans le cadre de mon habilitation à diriger des recherches sur les logiques de coproduction et la production du cinéma indépendant en Amérique latine, on finit en travaillant ces questions par arriver au constat que si la production reste une aventure complexe et difficile, la distribution est encore pire. Et que le problème, finalement, n'est même plus tant de produire un film pour un cinéaste latino-américain que de pouvoir ensuite l'amener jusqu'à un public, quel que soit le contexte dans lequel on l'amène à un public. Une salle, une plateforme. Donc c'est ce qui fait que pour moi, commencer à m'intéresser à Netflix, mais je le dis là de façon tout à fait modeste et de façon tout à fait nouvelle pour ce qui me concerne, donc pas du tout en tant que spécialiste ni de la distribution ni des plateformes, en tout cas pour le moment, m'intéresse parce que ça m'invite à repositionner un petit peu tout un tas de questions que j'ai abordées ces dernières années en les articulant donc à l'arrivée de ce nouvel entrant réputé disruptif, comme on dit dans ce beau langage de la Startup Nation. Donc ça m'a amené à intituler la partie de mon intervention « Quoi de neuf avec Netflix ?» La question sous-jacente étant jusqu'à quel point Netflix introduit toute la nouveauté supposée et jusqu'à quel point Netflix constitue un point de rupture si massif par rapport à ce qu'on pouvait observer avant pour le domaine de la production cinématographique en Amérique latine. Alors, c'est pour ça que je commencerai par aborder de façon assez brève ce qu'était la situation, ce qu'a été la situation et ce que continue d'être la situation pour la production et la diffusion de cinéma en Amérique latine avant l'arrivée de Netflix et jusqu'à aujourd'hui. Le premier élément, c'est d'abord que, et ça n'est pas propre à l'Amérique latine, on trouve en Amérique latine un secteur de la production qui est segmenté et déséquilibré. Ce qui veut dire que concrètement, il y a déjà un grand déséquilibre entre des nations qui sont des nations qui produisent relativement beaucoup de cinéma et des nations qui en produisent beaucoup moins. Donc déjà, l'ensemble Amérique latine est assez peu pertinent de ce point de vue, mais ça, j'imagine que dans les séminaires de l'Institut des Amériques, c'est quand même quelque chose qui doit revenir assez souvent. C'est que quand on fait dialoguer l'Amérique anglophone et l'Amérique hispanophone, c'est peut-être même vrai de l'anglophone d'ailleurs, en tout cas, du point de vue de l'Amérique hispanophone, la disparité des situations est absolument considérable. Dans le domaine du cinéma, c'est particulièrement clair. Quoi de commun, en effet, du point de vue de la production et de la diffusion de cinéma entre un pays comme l'Argentine ou la Colombie et un pays comme le Honduras, pour ne donner que les exemples les plus caricaturaux qui puissent donc me venir à l'esprit. Alors, secteur de la production segmenté et déséquilibré, ça signifie que, pour le résumer à grands traits, la production de cinéma va se diviser entre un cinéma commercial qui va être produit par de grosses sociétés de production et souvent des antennes ou des filiales des majors états-uniennes implantées sur les territoires latino-américains, et en association avec les grandes chaînes de télévision privées locales et les grands conglomérats audiovisuels comme par exemple Televisa au Mexique ou Clarín en Argentine. Donc ça, disons, c'est l'entité qui va produire le cinéma commercial. Alors ce que j'entends ici par cinéma commercial, c'est plutôt une appréciation de nature qualitative qui vise à désigner un cinéma produit avec des budgets conséquents et qui va qui va occuper les premières places au box-office. Et je reviendrai après au problème sous-jacent de la distribution. Et à côté donc de ce secteur qui est hégémonique, on va trouver, mais là encore c'est pas propre à l'Amérique latine et dans bien d'autres endroits du monde on va trouver des situations similaires, on va trouver une mosaïque d'acteurs indépendants de la production du cinéma dont les tailles sont assez variables. On a des acteurs indépendants de la production qui ont quand même des catalogues importants et qui produisent un nombre conséquent de films, ou alors des acteurs de la production qui vont apparaître, disparaître et dont l'existence est beaucoup plus aléatoire. Et donc ce secteur indépendant va se caractériser, là encore, du point de vue quantitatif, par globalement des budgets beaucoup plus modestes, des capacités d'exposition bien moindres,
atteindre, à commencer par une très faible exposition télévisuelle, donc ce qui permet effectivement de le différencier du modèle de la production commerciale. Donc ça, c'est ce qui permet de catégoriser à grands traits ce système d'organisation un peu duel de la production cinématographique, même si bien évidemment il y a quand même des points de contact significatifs entre les deux. Et là où la situation a tendance à s'accentuer, c'est quand on passe à la distribution du cinéma. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, produire un film, notamment pour un cinéaste indépendant, c'est déjà difficile. Le faire distribuer et faire en sorte qu'il soit exposé dans des salles de cinéma, c'est encore plus compliqué. C'est d'autant plus compliqué que, et là c'est pas du tout une situation nouvelle, et je pense que Netflix n'a pas d'incidence, en tout cas pour l'heure, et je vois pas qu'il en est à court terme de ce point de vue-là. Ça fait longtemps que le système de la distribution en Amérique latine est globalement contrôlé par des majors des États-Unis. Ce qui veut dire que ce sont les majors des États-Unis qui contrôlent les circuits d'exploitation, et ce sont globalement les majors des États-Unis qui se sont, alors soit de façon directe par des filiales, soit en association avec des conglomérats locaux, qui ont œuvré à la rénovation du parc de salles auquel on a assisté, disons, dans les années 90, où on est passé d'un modèle où le cinéma était encore un divertissement qu'on pourrait qualifier de populaire, surtout du point de vue du coût d'une séance de cinéma. Ça coûtait encore très peu cher, et le cinéma était diffusé dans des salles de quartier qui étaient plus ou moins dans des états de délabrement plus ou moins avancés, on va dire. En France, on a connu à peu près la même chose. Et là encore, en Amérique latine, comme dans beaucoup d'endroits, dans les années 90, on a vu se transformer, se bouleverser de façon tout à fait notable le secteur de la distribution. Donc il y a eu la rénovation des salles, et le fait que les salles ont migré de ces petites salles un peu vétustes de centre-ville vers des grands complexes qui se situent désormais à la périphérie des villes, dans les grands centres commerciaux, s'alignant en cela sur le modèle impulsé aux États-Unis. L'une des conséquences a été une augmentation tout à fait significative du prix des places de cinéma, alors corrélativement, conjointement, c'est un peu le fait la poule, qui a commencé quoi. En tout cas, ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a eu, parallèlement à ce phénomène de modification très spectaculaire du parc de salles, une modification aussi du contenu, des genres de films qui étaient produits, et ça a eu effectivement des répercussions sur la production pour en arriver au modèle que je décrivais antérieurement. Il y a un collègue des États-Unis, Ignacio Sanchez Prado, qui a très très bien documenté ça dans le cadre du cinéma mexicain. Il a publié un livre absolument passionnant qui s'intitule Screening Neoliberalism, et qui décrit vraiment très très bien ce glissement et l'impact qu'a eu cette transformation majeure de la distribution cinématographique la façon dont ça a répercuté sur la production des films, et y compris sur les contenus et les genres cinématographiques qu'on a commencé à produire au Mexique. En gros, ce qu'il explique, c'est qu'on s'est mis à produire des films sur les classes moyennes, qui étaient justement les publics qui désormais allaient pouvoir se payer une place de cinéma. Donc des comédies romantiques, là encore un petit peu sur le modèle du cinéma latino-américain. Alors face à tout cela, on a pu observer à divers endroits de l'Amérique latine des efforts pour favoriser le cinéma national, voire même des efforts pour l'intégration cinématographique au niveau régional, notamment au niveau du Mercosur. La plupart du temps, ces efforts ont consisté à imposer un quota de films nationaux montrables sur les écrans. Mais en réalité, ce qu'on observe, c'est que toutes ces mesures sont vraiment des mesures relativement palliatives et sans trop d'incidence. Alors quand je travaillais sur le Fonds Sud et le cinéma argentin indépendant, j'avais été très frappée par cet exemple d'un cinéaste argentin qui avait donc sorti un film coproduit par la France, et c'était un film qui marchait très très bien en Argentine. Donc il est sorti en salle. Le résultat en salle était
était vraiment assez bon. Malgré cela, les salles, le distributeur et les salles ont annoncé aux producteurs qu'ils allaient enlever le film, qu'ils allaient cesser l'exploitation du film en salle. Donc évidemment, incompréhension du producteur et du réalisateur qui demandent des comptes eu égard aux bons résultats commerciaux du film. Et là, en fait, les exploitants ont répondu que le problème, c'est que les gens qui allaient voir son film n'allaient pas acheter de popcorn et de coca et de confiserie dans la salle de cinéma. Ce qui est intéressant parce que ça nous dit aussi beaucoup de l'évolution du modèle économique de la salle de cinéma, dans lequel, finalement, en termes de rentabilité, la confiserie est beaucoup plus rentable que le film. Et donc ça a aussi, évidemment, une incidence sur non seulement les films qu'on produit, mais peut-être et surtout les films qu'on diffuse. On aura bien compris que les deux se rétroalimentent en permanence. Donc on va passer au deuxième aspect, qui vise à s'interroger sur l'idée que Netflix serait un nouvel acteur disruptif de la production et de la distribution cinématographique. Alors effectivement, en tout cas ça c'est le discours officiel que tient Netflix, et c'est le discours aussi qu'on a beaucoup entendu en France, et c'est peut-être un sujet sur lequel on pourra s'interroger. On sent bien qu'il y a une crainte très très forte en France au moment de l'arrivée de Netflix en 2016, et puis même un petit peu après, ça a alimenté beaucoup d'inquiétudes que peut-être on peut être amené à largement relativiser quand on s'intéresse d'un petit peu plus près au sujet. Alors en tout cas, oui, Netflix, comme finalement beaucoup d'entreprises de la tech, aime à se présenter elle-même comme disruptive, innovante, foulant aux pieds les modèles de l'ancien monde. Et là, c'est vraiment quelque chose qu'on peut effectivement attester. Alors d'abord parce qu'effectivement il est indéniable que Netflix en tant que plateforme de diffusion, alors de contenu audiovisuel bien sûr, qui est loin de se limiter au cinéma, et je dirais même que le cinéma est un secteur finalement assez marginal, même totalement marginal dans l'activité de Netflix. Quoi qu'il en soit, c'est une plateforme qui a su s'imposer dans les marchés d'Amérique latine. Alors, j'ai pas noté le détail des chiffres, mais en gros, toutes les études que j'ai pu voir montrent que Netflix est vraiment l'acteur dominant de l'économie de la plateforme de distribution audiovisuelle en Amérique latine, et que c'est quelque chose qui a été obtenu en assez peu de temps, ce qui est assez remarquable. Si on prend le cas du Brésil, par exemple, c'est assez intéressant, puisque Netflix, en très peu d'années, en très peu de temps, a été capable de surmonter une quantité de problèmes qui, a priori, auraient pu être des freins absolument considérables à son déploiement dans le pays. Alors, par exemple, il y avait la qualité de la connexion Internet, qui était vraiment pas très bonne sur une grande partie du territoire. Ça, c'est un élément qui a été surmonté. Le fait que les Brésiliens, et ils sont sûrement pas les seuls en Amérique latine, étaient peu familiers de l'utilisation de la carte bleue pour les paiements, et à plus forte raison pour les paiements en ligne. Ça aussi, c'est quelque chose qui a été surmonté. Et puis aussi, et là c'est un gros sujet pour l'Amérique latine, une habitude très fortement ancrée de la consommation gratuite de films via le piratage pur et simple des films en ligne. Donc on voit là, alors c'était particulièrement emblématique dans le cadre de l'implantation de Netflix au Brésil. Il y avait là un faisceau de pratiques et d'habitudes qui paraissaient tout à fait contraires à l'implantation de la plateforme, et malgré tout, en très peu de temps, Netflix est parvenu à devenir la plateforme la plus importante dans le pays. Donc ça, effectivement, ça nous amène à penser l'effet de disruption et la capacité qu'a quand même cette plateforme à venir prendre un marché qui ne lui ouvrait pas ses portes a priori de façon extrêmement facile. Alors, le deuxième élément qui laisse à penser qu'effectivement Netflix est bien une plateforme disruptive, c'est la grande nouveauté qu'elle a quand même introduite dans
la diffusion des contenus audiovisuels, c'est l'utilisation du big data et les modalités d'éditorialisation via les algorithmes. Alors ça, effectivement, c'est particulièrement nouveau. L'algorithme, c'est intéressant ce que tu disais, Ariane, sur la façon dont on a carrément demandé presque aux usagers de contribuer à améliorer encore l'algorithme. Alors cette question de l'algorithme, elle est tout à fait intéressante puisque elle permet quand même d'articuler deux visions tout à fait opposées de la façon dont fonctionne l'accès au contenu sur la plateforme. Avec l'idée que d'une part, il y a effectivement un catalogue qui n'est pas illimité mais qui est quand même assez considérable, mais face auquel on pourrait penser que finalement l'usager, le client de Netflix, a un choix immense de films mis à sa disposition dans lesquels il peut piocher en fonction de ses centres d'intérêt, etc., etc. Donc ça, c'est l'idée qu'on pourrait en avoir. Mais en fait, dans la pratique, le fonctionnement des algorithmes mis en place par Netflix font que, en réalité, ce sont des algorithmes qui fonctionnent à partir des pratiques de visionnage antérieures du même usager. En gros, l'idée, c'est que, en fonction de ce que vous avez regardé ou de ce que vous avez consulté, et en plus de façon extrêmement sophistiquée, de l'heure à laquelle vous l'avez regardé, de combien de temps vous avez consulté, enfin bon, c'est vraiment extrêmement élaboré, on va vous proposer un certain nombre de contenus, des séries, des films qui vont évidemment refléter censément vos goûts et vos souhaits de consommation. Et ça, c'est quand même intéressant parce que ça veut dire que derrière cette impression de liberté et de choix illimité, ce qu'on voit, c'est que la vraie disruption, elle repose dans le contrôle absolu de la consommation de l'usager qui se retrouve en réalité un petit peu enfermé dans ses propres choix préalables. Et on a une collègue argentine qui s'appelle Marina Mojijansky qui a fait un travail récent tout à fait intéressant dans lequel elle a fait un petit peu d'ethnologie ou de sociologie de la plateforme. Alors elle est allée interroger quelques usagers, alors plutôt cinéphiles, et elle leur a demandé de décrire un petit peu ce que la plateforme allait leur offrir quand ils cherchaient à voir des films argentins ou des films brésiliens ou des films mexicains. Alors déjà, la première chose très intéressante, c'est que le critère ou le filtre national n'existe pas sur la plateforme. Si déjà vous voulez voir du cinéma argentin, ça ne fait pas partie des souhaits que vous pouvez formuler ou des requêtes que vous pouvez solliciter. Et ensuite, ce que tous les usagers ont décrit, c'est que déjà, quand on cherche du cinéma, alors si on cherche du cinéma argentin, en fait, on va se voir proposer du cinéma hispanique, voire du cinéma hispanophone, y compris des contenus espagnols, donc avec cette idée que l'Amérique hispanique serait une sorte de tout, dans laquelle si on est argentin, on peut bien voir un film mexicain, après tout, pourquoi pas. Donc déjà, il y a cet aspect-là qui était intéressant. Et puis aussi, ce qu'ils ont montré, c'est qu'en réalité, les contenus qu'on leur proposait ressemblaient plus à, bien entendu, la production mainstream la production commerciale que je décrivais donc pour commencer. Donc ça remet vraiment en cause cette image du choix illimité, du catalogue proliférant et du fait qu'une fois qu'on a Netflix, en gros, on aura accès à peu près tous les contenus. C'est pas du tout comme ça que ça marche dans la pratique. Et même, je dirais que ça renforce plutôt une situation préexistante, puisque les contenus qui sont proposés au visionnage depuis la plateforme Netflix, en tout cas pour ce qui est de l'Amérique latine, sont entre 80 et 85% des contenus d'origine états-unienne en termes de production, que ce soit les séries ou les films. Et évidemment, là aussi, des films qui ressortissent beaucoup plus au modèle du cinéma commercial qu'au modèle du cinéma indépendant. Ce qui est en même temps parfaitement logique et ça n'a pas à nous surprendre, puisque le cœur de cible en termes de public de Netflix, c'est un public de 15 à 25 ans, dont on peut supposer qu'il aura plus envie de regarder des séries hollywoodiennes ou américaines ou états-uniennes que des films d'auteurs indépendants d'Amérique latine. Mais en tout cas, la disruption, je pense qu'elle peut être discutée, et ce qu'on observe, c'est plutôt un effet de duplication ou de renforcement de logique hégémonique qui préexistait en fait largement à l'arrivée de Netflix et sur lequel Netflix n'a pas apporté beaucoup de changements.
Donc, je vais terminer. Et en même temps, on a observé ces dernières années une espèce de virage créatif de Netflix, alors ce qui permettait aussi d'aborder Netflix du point de vue du cinéma, alors qu'effectivement, comme le dira Ariane beaucoup mieux que moi, Netflix est quand même une plateforme qui est beaucoup plus associée à la culture de la série. Ce qu'on observe ces dernières années, donc on va dire ces 3 dernières années, grosso modo, c'est la course de Netflix à un rapport de force créatif. Alors un rapport de force créatif sur lequel je pense que, mais ça tu le diras mieux que moi, la plateforme était déjà très bien positionnée sur les séries, avec des séries très identifiées qui sont associées à des auteurs ou à des showrunners connus et légitimes. Et je pense qu'on peut dire que ces dernières années, Netflix tend à essayer de s'aventurer sur ce terrain, mais dans le domaine du cinéma. C'est ce qu'on observe à travers le virage de Netflix vers le cinéma et les auteurs. Alors, on peut penser au fait que Netflix ait acheté et distribué Roma de Alfonso Cuarón. On peut penser au fait que Netflix ait produit et distribué le dernier film de Martin Scorsese. Il y a quelques autres exemples qui, évidemment, ne transforment pas du tout Netflix en une plateforme principalement destinée à la production et à la diffusion du cinéma, mais qui servent sans doute bien plus à la positionner sur un terrain de prestige et sans doute à lui donner une visibilité médiatique. Enfin, on peut dire en tout cas que si c'était l'effet escompté, du moins en France, ça a vraiment marché, parce qu'on n'a jamais parlé autant de Netflix que autour des polémiques lors du Festival de Cannes en 2018 et ensuite en 2019, quand le Festival de Cannes a dû prendre position contre la sélection des films de Netflix dans la compétition officielle. Tant que les films de Netflix ne seraient pas assortis d'une sortie en salle en bonne et due forme. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on voit comment les rapports de force sont également multiples. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une politique de Netflix d'entrer dans le domaine du cinéma qui fait l'objet d'un rejet et de très fortes réticences des milieux cinématographiques et en particulier en France. Et ça pousse Netflix à faire jouer là aussi la concurrence. Donc, par exemple, pour le film de Cuarón, Cannes ne nous prend pas, c'est pas grave, on va aller frapper à la porte de la Mostra de Venise, par exemple. Donc c'est aussi intéressant de voir la façon dont la plateforme essaye de faire jouer la concurrence entre les opérateurs, ou en tout cas les acteurs les mieux implantés du cinéma prestigieux. Mais en tout cas, il est clair que ça reste une dynamique de production et de diffusion extrêmement minoritaire, et qu'il y a peut-être une proportion, enfin une disproportion entre l'écho médiatique que ça a pu avoir et la quantité de films produits. Tu me disais, Marianne, tout à l'heure que Netflix a produit l'année dernière 8 films en France. Bon, c'est pas rien, mais ramené à la production du cinéma français, c'est pas énorme non plus. Alors, une autre question aussi posée par les rapports de force qu'essaye d'instaurer Netflix, tu y faisais allusion, Ariane, dans ton introduction, c'est la question du modèle économique. Effectivement, Netflix repose beaucoup sur la culture du secret. Notamment le secret sur les chiffres. Il est très très difficile de se documenter pour savoir exactement combien Netflix a d'abonnés, pour savoir exactement combien de films Netflix a en catalogue, et encore plus difficile de savoir combien de films sont effectivement vus par les abonnés dans le catalogue. Ce sont des chiffres sur lesquels l'entreprise ne communique pas du tout. Et on peut effectivement s'interroger sur ce modèle économique qui est quand même pour le moment un modèle économique absolument non rentable, qui est fondé sur un endettement absolument colossal. Alors ça, c'est pas non plus propre à Netflix, Il y a beaucoup d'autres grandes plateformes qui répondent à cette même logique. Et pour le moment, on est plus dans une économie spéculative qui est fondée sur la croyance dans le succès de Netflix, mais qui est en même temps un succès très très fragile, parce que s'il devait s'avérer que cette croyance n'est pas avérée, finalement le modèle est extrêmement fragile.
Et puis je terminerai en disant que il y a, derrière tous ces discours autour de la disruption, de l'arrivée d'un nouvel acteur qui allait tout chambouler dans l'économie de l'audiovisuel, même si les chamboulements ne sont pas nuls, bien entendu, on observe quand même que, et là encore ça remonte peut-être à ces 3 dernières années environ, on est passé d'un modèle vraiment de la disruption assumée comme telle, et même Netflix qui laissait faire les pratiques un peu pirates, les gens qui se connectaient à Netflix via d'autres pays en utilisant des moyens un petit peu détournés, la plateforme le savait mais fermait un petit peu les yeux. Donc un modèle un petit peu disruptif et pirate à un modèle beaucoup plus traditionnel d'installation sur le marché et surtout de contrats d'exclusivité avec les producteurs qui sont sans doute le signe aussi que Netflix n'est plus le seul opérateur sur ce marché et sur ses pratiques. Et tu parlais, Ariane, tout à l'heure, effectivement de l'arrivée de la concurrence d'autres grosses plateformes et en particulier celle de Disney. Donc finalement, il ressort de tout cela que autant l'approche de Netflix a été beaucoup focalisée en France sur la question de la production et de la distribution de cinéma, autant en réalité, quand on observe un petit peu le mode de fonctionnement de ce nouvel opérateur, il semblerait que ce soit un acteur beaucoup plus proche du modèle de la télévision que du modèle de la production cinématographique. Alors je recommande à ce propos la lecture d'un livre tout à fait fascinant, je le montre, je ne touche pas de droit, d'un collègue australien qui s'appelle Ramon Lobato et qui a écrit Netflix Nations, et qui, justement, lui est quelqu'un qui part des Television Studies et qui vraiment étudie l'arrivée de Netflix comme étant un nouvel avatar de l'histoire de la télévision, mais une histoire qui ne fait que commencer et qui reste donc à suivre. Merci beaucoup. Donc je prends très logiquement la suite avec cette question de Netflix comme télévision 2.0 ou post-télévision. Il y a une interrogation sur le terme télévision aussi aujourd'hui. Est-ce qu'on peut encore parler de télévision ? Netflix se positionne dans le champ des séries télé à un moment qui a été qualifié de peak TV. Un très bref rappel du contexte historique pour les séries américaines. Il y avait les grandes séries des networks qui dominaient un petit peu jusque dans les années 80-90. Les networks, c'est les grandes chaînes historiques, ABC, CBS, NBC. Et puis dans les années 80-90, il y a l'explosion du câble, avec notamment l'émergence de productions originales de chaînes du câble payant, avec des séries qui sont moins dépendantes des revenus de la publicité, donc qui n'ont plus de pause publicitaire, qui donc ne sont plus autant menacées d'une interruption soudaine parce qu'il y a une chute d'audience, par exemple. Donc ça, c'est ce qu'on a appelé le 2e ou le 3e âge d'or. Il y a toujours plein d'âges d'or dans la télévision, dans les années 80-90. Avec l'émergence notamment de la chaîne HBO, qui a fait beaucoup bouger le profil des séries, avec des séries comme The Sopranos, The Wire, 6 Feet Under par exemple. Les networks n'étaient pas en reste, et face à cette émergence de nouvelles chaînes, les séries des networks se sont fait très audacieuses, scénaristiquement, narrativement, esthétiquement aussi. Et on arrive dans les années 2000 à une autre étape, liée notamment au tournant numérique, au fait que de plus en plus maintenant les séries sont tournées avec le même matériel que les films de cinéma, les mêmes caméras numériques notamment. Et que les télévisions aussi se font plus grandes, la qualité des écrans est meilleure, alors avec une diversification malgré tout des modes de réception, puisqu'on regarde aussi désormais les séries sur des ordinateurs, puis sur des téléphones portables. Donc on a ce qu'on a appelé la convergence des médias, avec des croisements qui sont de plus en plus nombreux, avec des séries que l'on qualifie de cinématographiques, sans qu'on sache trop exactement ce que cela veut dire. Et Netflix arrive dans ce contexte-là au moment et participe à cette inflation de la production de séries qui a lieu dans les années surtout 2010 et qui a donc été qualifiée de peak TV par le directeur de la chaîne de télévision FX, John Landgraf. Peak TV au sens où c'est l'idée d'un point culminant. En français, je trouve qu'on pourrait dire le trop-plein télévisuel, parce que il y a cette idée qu'on en a trop, il y a trop de production. On ne sait pas comment regarder tout, c'est pas possible. Et ça aboutit aussi à une fragmentation de l'audience.
Ce qu'apporte Netflix aussi dans la logique du streaming et du DVD, c'est une délinéarisation de la consommation des séries, c'est-à-dire on est de moins en moins astreint à un rendez-vous, un jour, une certaine heure. On peut regarder où on veut, quand on veut, au rythme auquel on le souhaite. Et donc, on met en avant cette idée d'un plus grand contrôle spectatoriel et du coup, un désir qui est plus facilement satisfait et qui est peut-être moins... qui est aussi, soi-disant, lié à une augmentation de la qualité des séries parce qu'elles sont moins liées à des revenus publicitaires immédiats. C'est ce que je mettrai un petit peu en question dans ma présentation, c'est-à-dire cette idée de contrôle spectatoriel n'est-il pas une illusion? On a beaucoup parlé récemment tout d'abord des dangers du binge-watching, qui est cette expression qui vient bien sûr du binge-drinking, qui est cette idée de se saouler le plus rapidement possible. Et donc cette tendance accentuée par Netflix avec le fait d'enclencher automatiquement l'épisode suivant, de pouvoir passer le générique, et donc de consommer de plus en plus goulûment les contenus. Et on sent dans ce terme de contenu me donne un petit peu des boutons parce qu'on voit que on met complètement de côté la forme et le contenant justement, et le fait de se dispenser des seuils pose une vraie question esthétique, idéologique aussi, en lien avec la forme sérielle. Puisque la forme sérielle, depuis ses origines, que l'on peut grosso modo, alors il y en a bien sûr bien avant, mais faire remonter au roman feuilleton du 19e siècle, puis au film sériel du début du 20e siècle, aux dramatiques radio, séries télé. Le plaisir de la série, c'est bien sûr l'interruption et l'obligation d'attente. Le fait qu'on ait ce temps de latence entre deux épisodes pour fantasmer, pour aiguiser le désir justement de voir la suite, pour entretenir une conversation aussi avec les autres spectateurs, avec les pairs, et c'est cette conversation constamment ranimée par l'interruption qui est totalement perdue dans cette idée de binge-watching. Sans parler du fait que ça tue l'intimité et qu'on va avoir une baisse des naissances à cause de la consommation aiguë de Netflix. Donc c'est un petit peu une illusion quand même, cette idée de contrôle spectatoriel, et on voit bien les paradoxes. Ça m'a fait rire, il y a quelques mois, il y a eu ce tweet de Netflix France qui dit si tu es vraiment fan d'une série, tu regardes le générique à chaque fois. Ceci venant d'une entreprise qui a quand même créé le bouton passer l'intro, quoi, skip the intro. Donc on voit le paradoxe qu'il y a à faire quand même référence au plaisir de la série qui repose fortement sur ses seuils, sur ses frontières, sur ses marges, et cette volonté d'entretenir au contraire une certaine, certains parlent d'addiction, en tout cas une certaine gourmandise. Il y a un article très intéressant qui est paru récemment dans la revue TV Series sur revue.org de Benjamin Campion qui justement étudie cette absurde, enfin cette illusion du contrôle spectatoriel sur Netflix et qui relie cela à cet effacement des seuils et ça m'a paru très intéressant ce lien avec le fait de ne pas pouvoir rêver une série entre deux épisodes. Et il cite un passage du livre de Sarah Hatchwell, Rêve et série américaine, la fabrique d'autres mondes, où Sarah Hatchwell fait le lien justement entre les séries et le mode du rêve, et elle nous rappelle que le temps de pause et d'attente devient le moment où tout peut arriver, à la fois dans l'histoire, quant à la tournure que les prochains épisodes vont prendre, et dans l'esprit des spectateurs, qui anticipent la suite et s'interrogent sur les significations de l'œuvre. Ce temps de latence devient ainsi un temps de création, où la série devient une fiction collective, dans un système médiatique qui construit normalement une séparation étanche et hiérarchisée entre créateurs et spectateurs, se recrée alors une relation plus directe et interactive où l'on retrouve des caractéristiques du spectacle vivant. Et c'est cette interactivité aussi qui me semblait intéressant dans cette évocation du temps de latence entre deux épisodes qui tente à être un petit peu estompé par les modes de consommation encouragés par Netflix. Et Benjamin Campion ajoute, c'est toute la forme sérielle qui perd de son interactivité interstitielle, c'est dur à dire, dès lors que s'efface l'attente imposée entre chaque épisode. Et on peut parler ici non seulement du fait de pouvoir passer le générique de début, qui est un petit peu gênant quand on sait que de très nombreuses séries particulièrement inventives de ces dernières années ont
particulièrement travaillé le matériau générique, justement, avec des génériques très inventifs, qui peuvent fonctionner comme des petits courts-métrages, comme c'est le cas pour 6 Feet Under, ou des génériques évolutifs, comme dans Game of Thrones, où à chaque générique, si on découvre un nouvel espace dans le générique, on sait que quelque chose de nouveau va survenir. Et également la capacité du générique à se réinventer de saison en saison, mais aussi l'effacement des génériques de fin, puisque sur Netflix, lorsque l'épisode arrive à la fin, la fenêtre de l'épisode se réduit et le générique commence à défiler dans une petite fenêtre en haut à droite, pendant que l'épisode suivant, est censé démarrer. Ce qui pose aussi problème lorsqu'on pense là aussi, la capacité inventive de générique de fin, avec le choix de musique particulièrement évocatrice, dans le cas par exemple de Mad Men, où la chanson qui est choisie pour chaque générique de fin nous donne une lumière spécifique sur l'épisode qui vient de se terminer, et nous encourage à regarder le générique jusqu'à la dernière image, ou plutôt jusqu'à la dernière note de musique. Ou quand on pense, sans révéler grand-chose, à la fin des Sopranos, qui justement joue sur cette interruption et sur cette suspension du générique. Pour passer... alors, donc ça c'était ce qui participait de cette relation entre... nouveaux modes de consommation et modification du désir, en quelque sorte, qui sous-tend vraiment la forme sérielle. Ensuite, pour ne pas être que négative, bien sûr, il ne s'agit pas de dire que Netflix fait du mal aux séries ou que tout est négatif. Netflix a permis de produire un grand nombre de nouvelles séries, dès lors qu'ils se sont lancés dans la production de créations originales et pas seulement dans l'achat d'un catalogue préexistant, qui a permis de donner une place à une très grande variété, une très grande diversité de séries, qui a conduit Netflix à être considéré comme la petite sœur d'HBO, par exemple, dans l'inventivité scénaristique, dans le fait de donner une place à des histoires qui n'en auraient peut-être pas eu ailleurs. C'est le cas, par exemple, de BoJack Horseman, qui est une série qui a commencé en 2014, qui est une série d'animation, dont le personnage principal a comme ça une tête de cheval, et qui est une série philosophique, très métaphysique, très surprenante, extrêmement intelligente. C'est le cas aussi de séries qui abordent des questions de société extrêmement topical, comme on dit en anglais, comme Sense8, produit par les sœurs Wachowski, donc réalisatrice de la série cinématographique The Matrix, et qui parle d'un groupe de personnages répartis partout dans le monde et qui sont reliés par une espèce de sens, pas de sixième sens, mais de sens particulier qui font partie en quelque sorte d'un même système nerveux ou d'un même ensemble sensible, et qui est une série qui joue extrêmement précisément sur l'explosion de toute norme de genre et de sexualité. Et qui a fait un petit peu question quand Netflix a décidé de l'arrêter. Ses fans n'ont pas du tout apprécié. Ça permet aussi d'avoir des séries qui abordent des questions complexes, comme la question des Noirs aux États-Unis, avec Dear White People, qui est une série qui adapte un film du même titre qui était sorti quelques années plus tôt aux États-Unis, qui parle d'un groupe d'étudiants afro-américains dans une université Ivy League aux États-Unis. Là aussi, série très intéressante. On pourrait citer aussi le film documentaire de Ava DuVernay, When They See Us, qui là aussi aborde la question des liens entre les Afro-Américains et la police aux États-Unis. Ou des expériences aussi scénaristiques et formelles avec l'épisode de Black Mirror qui au départ était une série britannique, donc rachetée par Netflix. Netflix qui a essayé d'utiliser le fait que ce soit une série disponible sur Internet pour expérimenter avec l'interactivité, justement. Donner une série à plusieurs entrées où on peut choisir des options scénaristiques qui orientent l'épisode dans diverses orientations.
Donc, indéniablement, il y a des séries absolument remarquables sur Netflix qui offrent des budgets et une liberté créative indéniable aussi pour les créateurs. On pourrait citer par exemple le budget faramineux de The Crown, série coproduite avec les chaînes britanniques, qui est la série, dit-on, la plus chère jamais produite. Mais on revient quand même à cette question de l'accès aux séries et quelles séries on regarde sur Netflix. Force est de constater que moi j'ai ces exemples-là, mais si vous parliez à mes enfants, ils n'auraient pas du tout les mêmes séries à mentionner. Ils auraient les séries que tous les enfants de 11 ans et 13 ans regardent sur Netflix, qui ne sont pas du tout les mêmes. Et on revient à cette question de l'algorithme, qui nous pose question par rapport, encore une fois, à la relation qu'entretiennent les publics avec une série. Ce qui caractérise la forme sérielle depuis les tout débuts, c'est cette idée de spectateur très engagé, très actif. C'est ce qu'a exploré notamment Jennifer Hayward dans son analyse de la sérialité depuis le roman feuilleton. C'est-à-dire un engagement spectatoriel très fort, c'est-à-dire que quand Conan Doyle tue Sherlock Holmes à la fin d'une de ses nouvelles, il reçoit des menaces de mort, des lettres infinies des fans qui disent non, Sherlock Holmes il n'est pas mort, et du coup il le ramène, il lui redonne vie par la suite parce que les fans ont gagné, en quelque sorte. Donc il y a cette dimension-là qui est forte aussi dans les séries télévisées à l'époque des networks, puisque une saison à la grande époque des networks faisait plus de 22-24 épisodes. Donc quand les premiers épisodes étaient diffusés, les derniers épisodes de la saison n'étaient pas encore tournés. Donc on se servait aussi du retour des spectateurs sur les premiers épisodes pour éventuellement orienter un petit peu le sujet, le traitement de certains épisodes sur la fin. On sait aussi la part que prennent les réactions des fans dans l'élaboration de scénarios de séries plus récentes, comme Lost par exemple, où les commentaires, les théories des fans sur tous ces phénomènes étranges ont nourri bien sûr l'évolution du scénario de la série des années 2000. Alors, peut-on considérer en quelque sorte, ce que fait Netflix de rassembler un petit peu les données des utilisateurs pourrait constituer une sorte d'interactivité avec les spectateurs? Est-ce qu'en quelque sorte, le fait qu'on donne des informations à la plateforme ne pourrait pas constituer une sorte d'interaction spectatorielle? Là, je pense que la limite, bien entendu, réside dans le mode d'opération de ce moissonnage de données, et dans ce qu'on a appelé les bulles de filtre qui caractérisent tout notre accès à l'information sur Internet aussi, qui a été étudié notamment par Elie Pariser, qui est cette idée que tout ce qu'on voit, c'est non seulement partiel, mais plus on regarde quelque chose, plus on nous offrira la même chose. Donc jamais on va nous entraîner vers quelque chose d'un petit peu déviant ou d'un petit peu différent. Donc il y a beaucoup moins de place pour la surprise, et on entretient ce fait de rester toujours dans une zone de confort et cette consommation du même. C'est ce que mentionne une étude de cette prédiction algorithmique, c'est que bien sûr Netflix c'est une data company, donc ça repose sur des données, et donc on sait très bien que si on fonctionne à partir des données, on va perdre une certaine part de l'audience, et donc on ne va pas pouvoir innover autant selon certains scénaristes, mais on va bien sûr toujours faire confiance à l'algorithme. Là je me rends compte que j'ai fait une erreur, cette citation provient d'un des scénaristes de House of Cards en fait, et il explique qu'il y a beaucoup moins de possibilité d'échanger avec les producteurs, avec les executives de Netflix qu'avec des cadres de studios un petit peu classiques, puisque eux, ils ont leurs chiffres de l'algorithme qui prouvent que telle option et telle option ne marcheront pas.
Voilà, donc je rejoindrai aussi la question de Julie sur l'impact de ces séries. C'est difficile d'aborder l'impact des séries Netflix puisque Netflix livre très peu de chiffres d'audience. On sait très peu combien de personnes regardent chaque épisode ou chaque saison. Et donc c'est compliqué pour interpréter là aussi les phénomènes de succès ou de non-succès. On ne sait pas non plus comment est-ce qu'il, quand il donne quelques chiffres, est-ce qu'il calcule à partir du nombre de personnes qui ont cliqué sur un épisode ou de personnes qui ont regardé tout l'épisode. C'est très difficile d'avoir des chiffres un petit peu clairs et bien établis. Donc voilà, il y a pour finir peut-être cette question encore une fois de la terminologie. Est-ce que Netflix est de la télévision ou de la post-télévision? Est-ce qu'on va être amené à changer notre vocabulaire pour parler de ce style de diffusion de séries? Moi, je pense que de plus en plus, on va parler de télévision pour ce modèle aussi, puisque les chaînes du câble, par exemple, adoptent en parallèle des plateformes de streaming qui reprennent leur contenu, et que Netflix eux-mêmes, pour suivre le modèle de Disney, vont reprendre la diffusion hebdomadaire d'épisodes de leur série, c'est-à-dire que, bien entendu, ils sont sensibles à la puissance de l'événement pour la série. On a vu cette année, avec la diffusion de la dernière saison de Game of Thrones, le pouvoir commercial, culturel et artistique de cette diffusion hebdomadaire et de la conversation qu'elle entretient. Donc on sait déjà que pour une nouvelle série, cette fois-ci d'un reality show, Netflix va de nouveau adopter une diffusion hebdomadaire, et donc là aussi le phénomène de convergence entre télévision et plateforme de VOD va s'intensifier. Merci beaucoup.